Aujourd'hui, c'est une émission pleine de sourires que nous vous avons réservée. Les sourires d'enfants du bout du monde, venus se faire soigner dans notre pays. On se rend compte que d'un enfant malade, on fait un enfant guéri, c'est fantastique. Combien d'enfants ont été sauvés depuis que vous avez créé cette association? Un peu plus de 2500 aujourd'hui. Maintenant, on est à environ 200 par an. Et évidemment, je voudrais en prendre beaucoup plus. Les anges gardiens de ces enfants, ce sont ces familles qui les accueillent pour qu'ils puissent être sauvés. Fini, chérie. Oh là là là. Avant son arrivée, on ne sait pas grand-chose. On sait juste que c'est un petit bout qui doit être opéré. Elle a 2 ans, elle pèse 8 kg de sang, elle ne marche pas. Sauver un petit enfant, ça n'a pas de prix. C'est une façon de renvoyer l'ascenseur à tous ces enfants qui n'ont pas la chance que nous avons ici en France. Auprès de ces familles, Mireille Darc sera notre marraine d'exception. J'ai été opérée 2 fois du cœur, donc j'ai une dette vis-à-vis de la vie. Et un jour, j'ai rencontré Alain Deloche qui m'a dit « J'ai besoin de toi ». Et je lui ai dit « Je suis là ». Bonjour à tous, aujourd'hui dans Toute une histoire, nous avons eu envie de tirer notre chapeau à 3 familles formidables qui accueillent des enfants pour qu'ils bénéficient de soins dans notre pays. Actuellement, Kaussara, Fortuné et Joseph sont en France. Ils viennent de subir une lourde opération et c'est dans le cocon préparé par nos invités qu'ils se remettent peu à peu sur pied. Je vous demande d'accueillir ces hommes et ces femmes au grand cœur, Joël, Jean-Luc, Luce, Annick et Philippe, aux côtés de nos invités et pour parler des valeurs défendues par ces familles, les professeurs Francine Leca, Alain Deloche et Mireille Darc qui nous fait le plaisir d'être la marraine de cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis évidemment ravie de vous accueillir sur ce plateau. Il y a quelques semaines, la rédaction a été particulièrement touchée par l'histoire de Kaussara, cette petite fille de 2 ans, originaire du Burkina Faso, qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et c'est son histoire qui nous a donné envie d'en savoir plus sur ces familles qui ouvrent leurs portes à ces enfants du bout du monde. Joël et Jean-Luc, bonjour à tous les deux. Alors, c'est vous qui avez accueilli Kaussara. Que saviez-vous d'elle avant son arrivée en France? En fait, avant son arrivée, on ne sait pas grand-chose. Donc quand vous l'avez accueillie à l'aéroport, vous l'avez vue arriver comment? Pas bien. C'est un petit bout qui nous a beaucoup touchés parce qu'elle était toute longue, toute molle. C'est l'expression qui a été employée. Elle a 2 ans, elle pèse 8 kg de sang, elle ne marche pas. Alors on la verra tout à l'heure puisque nous avons des images de son arrivée, mais d'abord je voudrais vous présenter le docteur Leca. Francine Leca, ce genre de cas n'a aucun secret pour vous. Vous êtes l'une des premières femmes à être devenue chirurgien cardiaque en France et vous êtes aussi cofondatrice de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a fait venir donc Kaussara chez Joël et Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi elle souffre exactement? Oui, bien sûr. Cette petite fille a une communication interventriculaire. C'est une des plus fréquentes malformations congénitales de l'enfant. Et c'est surtout une malformation qui se guérit parfaitement à condition d'être opérée assez tôt dans la vie. Alors, c'était, j'imagine, impossible de l'opérer sur place au Burkina Faso? Bon, la communication interventriculaire est une malformation assez simple, mais nous recevons aussi des enfants avec des malformations beaucoup plus compliquées. Et je pense que, avant un certain moment, j'espère que ça arrivera un jour, mais jusqu'à présent, l'activité chirurgicale faite en France sera de meilleure qualité. Et il faut que ce soit
le plus parfait possible C'est comme ça. intervention. Et le suivi post-opératoire aussi est important, j'imagine, dans certains cas. C'est ça, quand on parle d'intervention chirurgicale, on parle bien sûr du diagnostic parfait avant, de la bonne menée de l'intervention et des suites opératoires, la réanimation qui est extrêmement importante. D'où l'importance pour vous de trouver des familles d'accueil. Vital, vital, indispensable, incontournable, et tellement chaleureux, et tellement générateur de merveilleuses histoires. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui pour parler des familles d'accueil, et ça va être pour nous, certainement pour Alain et pour Mireille aussi, une occasion encore une fois, de les remercier et de leur rendre hommage. Alors, on parlait de Kaussara. Cette petite fille est donc arrivée en France il y a un mois. Et ce jour-là, à l'aéroport, Joël et Jean-Luc n'étaient pas les seuls à l'attendre. Regardez. À l'aéroport de Nantes, en Loire-Atlantique. Tanguy et Samantha sont 2 navigateurs professionnels. Grâce à leur course, ils lèvent des fonds pour aider des enfants à être opérés en France. Avec Joël et Jean-Luc, la famille qui va accueillir Kaussara, ils tiennent à être présents pour l'arrivée de la petite fille. Ça y est, j'ai le cœur qui bat. C'est un moment magique. Tiens, regarde. Ici, c'est une femme, c'est elle. Oh là là, elle m'a l'air bien fatiguée. Elle va être curieuse au début, mais on va communiquer beaucoup, on va y aller. Potassium, tu vois, il y en a pas. Dans quelques jours, Kaussara sera opérée. Son chemin vers la guérison ne fait donc que commencer. J'aime bien voir ce sourire attendri. On sent que c'est important pour vous de tenir ce bébé dans les bras. Bien sûr. Alors, vous allez nous raconter pourquoi cette envie d'accueillir des enfants comme ça. Ça s'est passé comment, le retour avec cette petite fille chez vous? Le retour à la maison, elle a pleuré 2 jours. Et le père nourricier était là. Le premier après-midi, elle s'est endormie sur son ventre. Et ça a été le moyen de la calmer. Ouais. Et voilà. Un des avantages de l'embonpoint. Ça va encore. Je voudrais qu'on accueille 2 champions, Tanguy et Samantha. Tanguy de la Motte et Samantha Davis. Merci d'être avec nous. Ce sont 2 très grands navigateurs qui vous accompagnent dans ces opérations. Racontez-nous ce que vous faites. Vous connaissez bien Joël et Jean-Luc. Comment vous vous êtes rencontrés la première fois? Alors moi, Joël et Jean-Luc, je les ai rencontrés la première fois sur une course que je faisais déjà à l'époque. C'était pour la Solidaire du chocolat. Et ils accueillaient leur première petite fille, qui était une Cambodgienne de 9 mois. Et j'ai trouvé Joël dans la chambre d'hôpital avec cette petite Cambodgienne qui s'appelait Nana. Parce que vous en avez accueilli combien d'enfants chez vous comme ça? 4 avec eux, ça. 4. Pourquoi vous avez décidé, vous Tanguy, de vous engager auprès de ces enfants malades? Ça a été un peu une coïncidence, mais en tant que sportif, je me suis dit que ça valait le coup, en ayant la chance de réaliser mes rêves, de pouvoir donner un petit coup de pouce à ceux qui n'avaient pas autant de chance dans la vie, et de donner un peu de chance. Donc je ne suis pas le seul, hein. Moi je participe à une partie de ma chaîne dans la solidarité, donc initiée par Francine, mais aussi voilà, je suis pas il y a vraiment un nombre de personnes important à mettre les uns à la place, à chacun à sa place pour pouvoir réussir à sauver ses enfants. Très récemment, il y a 9 mois, j'ai eu un petit garçon. Donc vous devez d'autant plus comprendre l'importance de ce combat. On se rend compte que ces petits-enfants-là, bon, je le savais avant, mais maintenant, en tant que papa, c'est sûr qu'on sent que sauver un petit enfant, ça n'a pas de prix. On parle forcément, il faut des sous pour sauver ses enfants, mais l'importance du don, de l'amour et du temps qu'on peut faire, et nous, de l'exposition médiatique qu'on peut proposer en faisant les courses. Donc cette année avec Samantha, c'est... Donc là, vous partez tous les 2 sur le même bateau? Ouais. C'est la première fois que vous partez ensemble? Oui, le Vendée Globe, on n'était pas ensemble, on était chacun sur son bateau. Bah oui, c'est quand même de grand. Le Vendée Globe, c'est quand même le tour du monde sans escale, si mes souvenirs sont bons. Comment vous pouvez venir en aide, vous, à votre niveau, à cette petite fille? Le but, en fait, mon projet s'appelle Initiative Cœur, et le but, c'est que moi, je fasse des courses en bateau. J'essaye donc de faire des courses difficiles et donc d'être le meilleur sur l'eau possible. Et comme on peut voir sur les images du bateau, il y a un portrait d'un enfant pour montrer qu'en fait, mes sponsors me permettent de partir faire mon rêve et donc de faire des courses. Mais aussi, ils sont mécènes de l'association et donc ils aident à sauver ces enfants-là.
Et donc en suivant la course, donc il suffit d'aller cliquer sur la page du projet. Et du coup, nous, on raconte ce qu'on vit. Donc ça, ceux qui veulent suivre, ils peuvent suivre. Et du coup, à la fin, la conséquence, c'est qu'on peut sauver des enfants. Et donc après, on a besoin de familles comment on d'accueil. sauve des enfants? En suivant? Oui, alors c'est une opération qu'on a appelée un clic, un cœur. Ouais. Donc maintenant, c'est à chaque fois que vous allez cliquer sur la page d'initiative cœur, donc on donne 2 € à l'association à chaque clic. Et à chaque fois que vous partagez les informations qu'on met sur la page, eh ben, on donne 1 €. Et donc là, cette année, on a pu sauver entre autres Kaussara, mais le but, c'est de sauver un maximum d'enfants. Donc notre travail avec Samantha, c'est de traverser l'Atlantique et puis de raconter ce qui nous arrive et de vous faire vivre et de aussi donner la possibilité après à ces petits-enfants d'avoir des projets et des rêves. Vous avez une idée de combien d'enfants vous avez pu sauver grâce à vos navigations? Ouais, on sait presque exactement parce que tous les ans, mes sponsors ils font un chèque à l'association, hein, c'est ça le but. Et alors? Et donc depuis 2012, depuis le Vendée Globe 2012, on a pu sauver grâce à l'opération Initiative Cœur, on a pu sauver 52 enfants. Magnifique. Et alors, juste... Et avec Samantha, cette année, notre objectif, c'est un objectif minimum, hein, mais cette année, on essaye de pouvoir sauver 10 enfants. Donc il faut cliquer. Cliquer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que coûte une opération? Globalement, 12 000 €. Voilà. Que pour l'opération ou Ah oui, l'ensemble? oui, que pour les soins médicaux. Parce qu'après, j'imagine qu'il y a le billet d'avion, tout le reste. Oui, et quand je dis 12 000, c'est évidemment une moyenne. Oui, Parce qu'il y a des enfants qui coûtent cher, beaucoup plus cher. Et elle a un pouvoir de conviction incroyable, cette femme. Voilà. Hein, parce que c'est elle qui vous a convaincu de participer à cette opération? En fait, avant de rencontrer Francine, j'ai rencontré Catherine Chabot, Ouais. qui avait fait le Vendée Globe avant moi. Et il se trouve que j'ai racheté son bateau par coïncidence, mais quelques années auparavant, on a fait cette belle rencontre et mes partenaires ont vraiment voulu aider l'association. Et moi, ça me tenait à cœur d'être utile en allant réaliser mes rêves. Alors, on va reparler de Kaussara. C'est donc le 4e enfant que vous recevez chez vous pour son opération et puis pour sa convalescence. Luce, vous avez accueilli combien d'enfants? Alors, avec mon mari, nous avons accueilli 22 enfants. Joseph est le 22e. Pour Francine Leca, est-ce qu'on sait combien d'enfants, enfin, j'imagine que vous le savez évidemment, combien d'enfants ont été sauvés depuis que vous avez créé cette association? Un peu plus de 2500 aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Elle a été créée en quelle année? Elle a été créée en 96. C'est tous les enfants qui sont venus. c'est En bien ça. 80? En 96. D'accord. Mais on a commencé petit, doucement, parce qu'il fallait de l'argent, c'est toujours la même chose. Ouais. Dès qu'on récupérait un chèque, on faisait venir quelques enfants. Maintenant, on est à environ 200 par an. Et évidemment, je voudrais en prendre beaucoup plus, parce que Alain le sait bien, les demandes sont considérables. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette association? Oh ben ça a été très simple. On se rend compte que, comme le dit notre slogan, d'un enfant malade, on fait un enfant guéri. C'est fantastique. Il passe 3 heures sur une table d'opération. Et d'un enfant souffreteux, peut-être mourant, on va faire un enfant qui va repartir dans la vie. Donc on a finalement un pouvoir incroyable. La limite, c'est encore une fois l'argent, puisqu'on a des merveilleuses familles d'accueil, on a des merveilleux chirurgiens, mais il faut payer les hôpitaux. Voilà. L'équation est simple. Luce est en train de se régaler parce qu'elle regarde toutes ces photos défiler. Ce sont des photos de qui, Luce? Ce sont des photos de tous les enfants qui sont venus à la maison. Ouais. Et Alors, c'est très... c'est quoi? Vous vous étiez fixé une mission avec votre... Absolument pas. Absolument pas. Vous avez eu combien d'enfants, vous? Nous avons 6 filles. Ah oui, donc il y a une petite expérience. Les enfants, c'est un peu mon truc. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer Mécénat, ça a été une évidence, simplement. Nous avons la chance d'avoir des filles qui sont en bonne santé, qui ont une tête qui fonctionne pas mal. Et c'est une façon de renvoyer l'ascenseur à tous ces enfants qui n'ont pas la chance que nous avons ici en France. Docteur Deloche, 22 enfants accueillis, c'est pas mal, non? Ah oui, c'est presque un record. Oh non. Il y a des familles qui ont accueilli beaucoup plus que ça. Oh, beaucoup plus, pas non, beaucoup, pas Pas beaucoup. beaucoup plus. Mireille, vous en pensez quoi, vous? Oh, moi, je trouve ça formidable. C'est vrai que nos associations ne peuvent pas fonctionner sans famille d'accueil. Donc, la qualité des gens qui accueillent ces enfants est quand même est formidable, extrêmement... Vous ne nous avez pas raconté, vous, Joël et Jean-Luc, pourquoi vous avez eu envie d'accueillir ces enfants? Qu'est-ce qui a été le déclic au début?
C'est une opportunité oui. d'assister à une conférence du professeur Baron, c'était un c'est petit ça article Oui. dans un journal, Ouest France, un an avant que je prenne ma retraite, parce que j'ai pris ma retraite un petit peu plus tôt. Et j'étais convaincue par l'article, et après encore plus convaincue par la conférence à laquelle j'ai assisté. Il y avait le professeur Baron, et un petit bout de petite fille africaine qui reprenait l'avion le lendemain avec la famille d'accueil. Et j'y allais un peu en retrait, parce que c'était l'époque des enfants de l'Arche de Noé. Et j'étais, voilà, je voulais savoir de quoi il retournait. Et en fait, j'étais tellement convaincue que j'ai mis mon papier aussitôt avec ma candidature. Vous avez Et combien j'ai été d'enfants, retenue. vous? À nous deux, on en a 5. 2 et 1 en commun. Voilà, ça fait 5. Vous étiez en mal de petits? Non. Non, pas du tout. En fait, c'est cet article de journal que j'ai trouvé enthousiasmant. Et je me suis dit, je vais être à la retraite, je vais avoir du temps. J'ai une petite chambre à la maison, c'est une maison modeste, mais j'ai une petite chambre, pourquoi pas. Mais voilà une bonne idée à ceux qui nous regardent et qui vous redoutez la retraite, vous avez peur de vous ennuyer, de ne pas trouver de sens à votre vie. Accueillez des enfants, voilà une bonne idée. Mais ce sont de merveilleuses aventures, franchement. Bien sûr, des aventures humaines. Alors, Joseph est arrivé début septembre à Paris, il vient de Madagascar. Francine Lecas, est-ce que vous pouvez nous parler de la santé de ce petit Joseph qui vient d'arriver chez Luce? Ah bah, je crois que vous allez... je crois qu'il est là, non? Qu'on va le voir tout à l'heure. Il est en pleine forme. Ah bon? Alors, il a été opéré très peu de temps après son arrivée. Qu'est-ce qu'il avait, ce petit garçon? Lui aussi, une communication interventriculaire, Joseph. Donc, il a été opéré il y a combien de temps? Il a été opéré le 7 septembre. Le 7 septembre. Il est arrivé le 2, Ouais. il a été opéré le 7. Ouais. Et c'était un lundi et il est sorti définitivement de l'hôpital le mardi suivant. Ouais. Donc exactement à ce qu'on dit J+9. Ouais. Voilà. Et c'est quand même une sacrée responsabilité que de recevoir un petit garçon qui vient d'être opéré comme ça chez soi, dans la mesure où c'est pas le sien, est-ce qu'on n'est pas d'autant plus vigilante? Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que ce serait si on le serait autant, j'imagine, mais... Je pense que l'angoisse n'est pas tout à fait la même, parce que c'est une angoisse que, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas vécue avec mes tripes. Ça n'était pas la chair de ma chair. Enfin, ces enfants ne sont pas la chair de ma chair. Mais on se sent peut-être plus responsable, parce qu'il y a une maman qui attend ces enfants-là. Et il ne faut pas faire de bêtises. Est-ce que vous êtes en contact, justement, avec la maman pendant tout ce temps-là? Non, jamais. C'est volontaire? C'est une règle de l'association. Oui. Pourquoi? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous recevez votre petit-fils ou votre petite-fille à la maison. Si vous le recevez seul, j'en ai pas encore. C'est adorable. Si vous le recevez avec les parents, il risque d'être insupportable. Ah oui, d'accord. Alors, ça c'est un petit peu sous le thème de la plaisanterie. Mais on a reçu au début des enfants avec leur famille. D'abord, vous imaginez, le voyage de la famille, loger la famille, tout ça, c'est impossible. Non, mais ça, d'accord, mais comment on les tient au courant? Parce qu'ils doivent s'inquiéter. Sans arrêt, quotidiennement. Voilà. C'est ça. Quotidiennement. Mais nous souhaitons que les familles d'accueil n'aient pas de contact direct. Sinon, c'est infernal pour les familles d'accueil. Surtout pas les petits, mais dès qu'ils sont un peu plus grands, ils ne pensent qu'à téléphoner. Dès qu'ils entendent la voix de la maman, ils se mettent à pleurer. Il vaut mieux couper. J'imagine que vous l'avez expérimenté, tout ça. Oui, bien sûr. Et c'est l'expérience qui bien vous sûr, a c'est pas amené... de la cruauté mentale. C'est absolument indispensable. Et croyez-moi, ça se passe. Je peux en témoigner. 2500 enfants, c'est 2500 liens d'amour qui se sont tissés, mais en quelques, je ne vais pas dire en quelques heures, mais presque en quelques heures, en quelques jours. Moi, je reçois les familles avant l'intervention avec les enfants. Vous verriez comment les enfants sont accrochés au cou de leur maman ou de leur papa. C'est l'amour tout court. Et ensuite, je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine quand la famille au pays retrouve l'enfant. Ils ont quitté un enfant qui n'est pas debout, qui était très fatigué, en particulier votre petite... Comment ça se fait que vous ne l'ayez jamais vécu? Vous n'avez jamais eu envie de revenir au pays? Si, c'est vrai, c'est vrai que j'y pense, de faire les raccompagner. C'est incroyable que vous n'ayez jamais vécu ça. Tu en as fait, toi? Moi, je l'ai vécu. Ah, et alors? Pour voir le retour. Eh bien, j'ai eu la chance d'aller en mission pour mécénat à Ouagadougou.
Et nous avons convoyé avec les 3 personnes de la mission un petit qui repartait de Nantes, justement, qui avait 1 an le jour du voyage. Et comme j'étais famille d'accueil et que les autres ne l'étaient pas, ils m'ont dit, écoute, c'est toi qui vas le rendre à ses parents. Alors, un petit bout d'1 an, quand il retrouve sa maman après 2 mois, il ne la reconnaît pas et il braille. Il voulait pas Mais sa maman était... il y avait ses 3 grands frères, son papa, sa maman, et ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il avait dû prendre 2 kilos, j'imagine, comme tous ceux qui passent par chez nous. Et il était transformé. Et alors, on l'a revu 4 jours après. Et quand il nous a vus, il ne voulait pas nous voir. Il était accroché au cou de sa maman. Donc, 4 jours, somme toute, sur la vie d'une maman, ça valait le coup. Comment vous êtes lancé, vous, dans cette aventure? Alors, nous habitions Toulouse en 96-97 avec mon mari et mes 6 filles. Et nos 6 filles, pardon. Et nous sommes sortis un soir en disant à nos filles, pas de télé ce soir, il y a les devoirs, il y a l'école demain, le collège, le lycée. Évidemment, le lendemain matin, au petit déjeuner, on a regardé la télé hier soir, il y avait un reportage sur une association qui fait venir des enfants, c'est génial. Oui, mais on habite Toulouse, à l'époque, on était à Toulouse, Mécénat, c'était à Paris. Et j'ai dit, si un jour, on va à Paris, on verra. Et puis en 2000... C'est en 2000, mon mari a été muté à Paris. On avait fait un petit tour par les Deux-Sèvres entre-temps. Il a été muté à Paris. Je suis tombée par hasard sur un article dans la presse qui parlait de mécénat et je n'ai pas pu refuser. C'était lancé. Et puis j'ai rencontré Francine qui m'a dit « Tu me donnes ça, je te prends ça ». Et voilà, c'est fait. Non, mais pourquoi? On ne peut habiter qu'à Paris pour être famille d'accueil? Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. À l'époque. C'était au tout début. Maintenant, dans toute la France, là où il y a des services de chirurgie cardiaque pédiatrique, la preuve à Nantes, mais aussi Lyon, Toulouse, Marseille, Lyon, Strasbourg, etc. Il y a des enfants qui vont et il y a des familles d'accueil locales et enfin voilà. Vous vous souvenez évidemment du premier enfant qui a franchi le seuil de la porte chez vous? C'était Lucia, une petite Angolaise qui a eu 1 an à la maison et qui était un rayon de soleil. Le problème, c'est qu'on s'attache, non? On ne prend pas un enfant, comme dirait Yves Duteil, pour le sien, sans s'y attacher. Mais on sait, quand on commence la démarche, que cet enfant n'est pas appelé à vivre avec nous. Et qu'il a une maman, un papa, en principe, une famille, et qu'il faudra un jour le rendre, donc voilà. Sophie, je peux demander, ça a donné du poids à vos enfants, une responsabilité de prendre ces enfants? Tout à fait. Quand nous avons commencé, la dernière avait 12 ans. Ah oui. Et elles étaient encore 4 à la maison. Donc elles participaient. Oui, c'est ça. Et nous n'aurions pas accueilli si elles n'avaient pas été d'accord. Au départ, elles ont été moteurs, peut-être sans vraiment réaliser ce que c'était, parce que ce n'est pas forcément rose tous les jours, mais elles sont moteurs. Et maintenant, ce sont nos petits-enfants qui prennent le relais. L'aîné de nos petites filles a 10 ans. Bien sûr. Et mamie, ça fait longtemps que tu n'as pas accueilli. Quand est-ce qu'il y en a un qui vient? Alors, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est une ouverture sur le monde? D'abord, ça fait prendre conscience qu'on est dans un pays, somme toute, favorisé, assez favorisé, où dès qu'on a un éternuement, on vous prend en charge. Alors, a fortiori, une intervention cardiaque. Et que la vie n'est pas la même partout. Qu'il y a des petits-enfants qui ne sont pas de la même couleur que nous, même si on le sait en se promenant dans la rue. Mais ça va plus loin. Et que partager, c'est bien. Annick et Philippe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous, à la différence de ces 2 familles, c'est la première fois que vous recevez un enfant. Tout à fait, c'est la première fois. La première fois parce qu'il y a encore 6 mois, j'étais en activité et que j'ai pu l'arrêter et me consacrer pleinement à ce qu'on avait envisagé depuis des années, c'est-à-dire pouvoir prendre un petit à la maison pour s'en occuper pleinement, lui donner tout l'amour et les soins dont il a besoin, quoi. Vous aussi, vous redoutiez de vous ennuyer en cessant votre activité professionnelle? Pas du tout. Pas du tout, parce que dans ma tête, j'étais déjà prêt, donc depuis longtemps d'ailleurs. Et donc je savais ce que j'allais faire en arrêtant, et en l'occurrence, ça c'était la principale... Mais vous êtes très jeune pour arrêter de travailler. C'est gentil, pas tant que ça. Qu'est-ce que vous faisiez quoi? Je travaillais dans le transport aérien, dans une compagnie aérienne, d'accord, depuis 38 ans. 38 ans de transport aérien. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas si jeune que ça. Non. Mais j'ai démarré...
J'ai démarré ma carrière très très jeune. D'accord. Alors, ce petit Fortuné, il est arrivé quand chez vous? À quel âge? Alors il est arrivé le 13 septembre exactement, Ouais. à pratiquement 12 ans, puisqu'il a eu son anniversaire quelques jours après son arrivée à la maison. Ouais. Donc le 13 septembre au matin, on était avec Annick et notre fille Manon, Ouais. en train d'attendre avec une anxiété, donc ça c'est fortuné. Une anxiété certaine parce que comment est-il? On avait juste une photo. Et bon, c'est vrai que c'était un petit peu angoissant, quoi. Alors, Alain Deloche, il souffrait de quoi, Fortuné? Alors, Fortuné n'a pas eu de malformation de naissance. Il est victime des mauvaises angines qui se portent au niveau du cœur, ce qu'on appelle le rhumatisme. Alors, maladie qui a disparu dans nos contrées européennes, mais malheureusement dans ces pays africains et même ailleurs, on en rencontre beaucoup. Et donc, la bonne nouvelle pour Fortuné, c'est qu'il a bénéficié des techniques modernes. On lui a réparé sa valve au lieu de la changer. Ouais. Donc, il n'aura pas d'anticoagulant et une vie quasi normale. Je crois qu'il a bien récupéré, là. Alors, vous, ça veut dire que votre association, soit vous allez opérer sur place, soit vous accueillez les enfants? Vous pratiquez c'est pas soit. La chaîne de l'Espoir est née en 88. Et d'ailleurs, le premier enfant qui est venu de Brazzaville. Dans les années 88. Enfin, novembre 88. Non, je crois qu'on est complémentaires. C'est vrai que nous avons pensé qu'il fallait mieux pour nous opérer les enfants dans leur pays. Alors, ça demande de le dire, c'est pas le faire. Alors, ainsi, à Brazzaville, nous avons fait les premiers cœurs ouverts il y a 1 an et demi avec l'équipe de Toulouse. Et nous avons un grand projet hospitalier à Brazzaville pour pouvoir opérer les enfants sur place et former les équipes. Alors, pour vous donner une échelle, en général, la chaîne de l'Espoir accueille à peu près 120 ou 130 enfants en France par an. Et dans le même temps, on opère plus de 6000 enfants à l'étranger. Ouais, c'est ça. Mais alors, parfois, vous aussi, vous construisez des hôpitaux. C'est ce que vous avez fait à Kaboul, par exemple. C'est une maladie dont on ne guérit pas. des hôpitaux où vous... Kaboul, Phnom Penh, Vietnam. Et là, la grande nouvelle pour l'Afrique, c'est que la première pierre de l'hôpital de Dakar a été posée et que l'hôpital de Dakar va ouvrir en fin 2016. Alors, mais si je prends l'exemple de Fortuné, la liste d'attente de la cardiologue Berthe, que vous connaissez peut-être, ben, elle a une liste d'attente. Oui, on a tous une liste d'attente. On ne peut pas opérer tous les enfants sur place. Et surtout les cas un peu délicats, et Fortuné en faisait partie, c'est pourquoi il n'a pas été opéré sur place et qu'il était venu en France. Donc la bonne nouvelle, c'est pour lui, il est réparé. Tu es d'accord, Mireille? Tout à fait. Il va vivre normalement, il va jouer au football. Alors, très important. Vous étiez dans quel état d'esprit en préparant l'arrivée de Fortuné? Ça se prépare tout ça, j'imagine. On était plutôt... on n'avait pas concrétisé complètement, parce qu'en plus, comme vous avez dit, c'était notre premier, mais... Vous l'avez su à quel moment? On l'a su, nous, il est arrivé en septembre, on a eu la confirmation que c'était Fortuné, on était en vacances, c'était au mois de juillet. Ouais. Et on était sur les listes depuis le printemps. Donc ça a été assez rapide tout ça. Et ça coïncidait avec le départ de mon mari. Donc on prépare l'arrivée d'un enfant comme on prépare l'arrivée de son propre enfant en lui faisant... Oui, on essaye de lui faire sa chambre. Voilà, en lui préparant sa chambre. Bon, et puis, mais c'est quand le temps passe, enfin, me concernant, hein, nous c'est une première. Hein, quand le temps passe, c'est là où les choses se construisent petit à petit. C'est surtout, ça se concrétise. On a su que c'était Fortuné, on avait son âge, on avait son petit dossier, on avait tout. Avant, voilà, on va avoir quelqu'un, mais voilà, ça reste encore un peu flou. Hein. Puis on n'avait pas de recul, on n'avait pas d'expérience. Hein. Et puis après, les choses vont vite. Et puis après, on se concrétise tout ça. Et on a vu sa photo, on a... Alors comment ça s'est passé à l'aéroport, l'attente? Ah là, l'attente. L'attente, c'était assez rapide, parce qu'on est arrivé, on nous avait dit que l'avion arrivait à 6h30, par contre, le matin. Donc on était en avance, comme d'habitude. Et forcément, comme c'était un avion de votre compagnie, il est arrivé à l'heure. Il est arrivé même en avance. Même en avance. Même en avance. Et
Donc, on attendait de voir les personnes d'Aviation Sans Frontières qui faisaient le convoyage des enfants, puisqu'il n'était pas seul à venir. Et donc, on est là, on est à l'affût de voir un petit bout arriver avec son sac ou sa petite valise. Et bon, on est à l'affût, quoi. Et d'un seul coup, c'est moi qui l'ai vu le premier. Ouais. Et j'ai dit là, ça y est, ça démarre, il est arrivé, c'est parti. Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là ? Moi, j'ai beaucoup éprouvé de joie parce que je me suis dit, bon voilà... Vous êtes senti responsable ? Ouais, déjà, senti responsable, on l'était déjà avant qu'il arrive parce que, comme disait mon épouse, on a préparé la chambre, on a récupéré beaucoup de vêtements parce qu'on savait qu'il n'arriverait pas avec une doudoune ni un bonnet. Hein. Donc on a récupéré beaucoup de vêtements avec des amis qui eux-mêmes font un petit peu d'humanitaire. Donc on prépare tout ça. On commence un petit peu à remplir le frigo parce qu'on savait qu'il aimait le poulet. Donc on a acheté du poulet. Chocolat. Et du riz. Et donc voilà. Et à partir de ce moment-là, l'aventure a commencé. Donc on est rentré à la maison. Fortuné était dans la voiture derrière avec ma fille, tout penaud, tout triste, tout fatigué. On est arrivé à la maison, là on lui a fait visiter la maison, on lui a montré sa chambre. Il venait d'où alors, Fortuné ? Du Congo. Brazzaville. Et le premier... Bon alors, il parlait pas. Il a oui, non, oui. Et le midi, on s'est mis à table, on a fait du poulet. Et là, il s'est écroulé. Là, il s'est écroulé en pleurs. Je pense que c'était la fatigue, la répercussion d'avoir quitté ses parents, son pays. Changement de température, il avait perdu 20 degrés. Donc ma fille qui est infirmière l'a pris, l'a emmené dans la chambre, l'a consolé, a discuté avec lui, s'est endormi jusqu'au soir. Et puis au fur et à mesure du temps, après il y a eu l'opération bien évidemment. Les enfants qui arrivent et qui savent ce que c'est dormir dans un lit, c'est extrêmement rare. Ouais. Moi j'en ai pas eu. Ouais. Alors ils dorment où ? On essaye de les mettre dans un lit, ça marche pas toujours. Joseph, le soir, j'avais préparé le lit parapluie. Tout neuf parce que mes petits-enfants avaient cassé celui que j'avais avant. Et j'ai dit à mon mari, on va essayer. Hein. Je le mets dans le lit parapluie. Il m'a regardé. Et puis il a dormi. Mais c'est un enfant qui est heureux, qui est bien là où il est. Je pense qu'il prend le bon là où il est, Joseph. Il y en a comme ça. Et lui, il est comme ça. Et Kawsara, comment ça se passe ? Différent. C'est-à-dire ? Différent, parce que quand tu commences à prendre, dès le premier jour, l'habitude de s'endormir sur le coussin, là, et qu'il fallait la mettre au lit après, ça crie, ça pleure, mais voilà. Tel que je vous vois, ça doit pas être un gros problème pour vous de la prendre sur votre ventre. Non, mais c'est qu'elle se réveille, elle a pris des habitudes, elle sait parfaitement que quand je vais la prendre, elle va dans le lit, ça elle aime pas. Ouais. Si je la mets sur la banquette à côté de moi, parce qu'elle commence à fatiguer, la dernière fois, elle a voulu se mettre assise par terre parce qu'elle savait c'était l'heure d'aller au lit, et s'est endormie assise par terre. Parce que le rituel était rompu, donc elle s'est mise par terre. Chaque enfant est complètement différent. Je l'ai filmé. Mais elle dormait avec sa maman. Donc là, elle ne dort plus avec sa maman. Mais ça va mieux. Le traumatisme moi je trouve que le traumatisme est énorme à l'arrivée. Il y a aussi une notion, c'est l'âge. Oui. Et chaque famille d'accueil sait que selon le niveau d'âge, c'est tout à fait l'accueil est très différent. Et nous particulièrement chez l'Espoir, on reçoit pas mal d'enfants de plus de 12 ans et l'accueil est tout à fait différent dans l'approche, dans l'explication. C'est plus facile avec des petits ? C'est pas plus facile, c'est différent. Différent. La première de 9 mois. La première de 9 mois, j'ai dormi avec elle pendant 1 mois et 10 jours, parce qu'en fait, ça a été très court pour elle. Et quand elle est rentrée de l'hôpital, elle a accepté le lit parapluie. Et là, j'ai continué à dormir à côté d'elle, mais sur le lit collé à son lit parapluie. Sinon, on était dans le même grand lit avant l'opération. Mais elle pesait 5,4 kg et moi, je ne dormais pas parce que j'avais peur de... Mais elle ne dormait pas autrement, c'est elle. 5,4 kg pour 9 mois. Et Jean-Luc était interdit de séjour. Le jour où il est venu, il s'est allongé sur le lit, je lui ai mis un oreiller sur la tête, et là, elle était contente, parce qu'il n'existait plus. Alors, pour la plupart de ces enfants soignés en France, il y a donc urgence. On l'a vu tout à l'heure, la petite fille que Joël et Jean-Luc ont accueillie. Kawsara était très faible à son arrivée. Une fois à Nantes, elle a enfin pu subir son opération du cœur. On regarde ces quelques images, et on en parle juste après. Le 24 septembre 2015, au service de cardiologie pédiatrique,
Joël et Jean-Luc vont maintenant passer le relais aux médecins qui vont opérer Kaussara à cœur ouvert. Tanguy et Samantha sont toujours présents. Ils vont même assister à l'opération. On va mettre une circulation extracorporelle. C'est plus le cœur qui va assurer la circulation sanguine, mais la machine. Et à ce moment-là, on peut arrêter le cœur et ouvrir les cavités cardiaques pour aller voir la lésion et la traiter. Et là, c'est incroyable, on revoit le cœur qui bat. Il a repris son volume, il a été recousu. Le petit patch a été fait, le trou est bouché. Et c'est reparti, c'est incroyable. L'opération est un succès. Le cœur de Kaussara peut de nouveau fonctionner. La petite de 2 ans va maintenant devoir récupérer de cette lourde opération. Vous avez donc assisté à l'opération, tous les deux? Oui. Ça doit être quelque chose d'assister à ce genre d'opération. Incroyable. Incroyable de t'inviter déjà. C'était un honneur de pouvoir être là et regarder ça. Le professionnalisme, comme ils sont humains, c'est comme c'est leur enfant en fait qui leur perd. Vraiment rassurant de voir comment pour eux c'est facile. Vous étiez où, vous, pendant l'opération? On attendait. Où? À la maison? Non, on quitte l'hôpital. On quitte l'hôpital, mais la première fois qu'on a lâché Nana, la petite qui avait 9 mois, le hasard a fait... Enfin, on s'est retrouvés dans l'ascenseur et on s'est mis à pleurer tous les deux. On s'y attendait pas du tout. Et après, pour chaque enfant, il y a beaucoup d'émotions au moment où on les quitte. Et après, on va prendre un café tous les deux. Et on attend impatiemment le coup de téléphone de 12h30, 1h. Et à chaque fois, on a des bonnes nouvelles. Mais le héros de l'histoire là-dedans, c'est le professeur Baron. Oui, le professeur Baron, moi je me prosterne humblement. Magnifique, magnifique. Mireille, ça vous est arrivé comme ça d'éprouver ce genre d'émotion, de vous attacher à certains enfants, vous qui êtes marraine de la chaîne de l'espoir? Oui, moi je ne vais pas beaucoup dans les hôpitaux. Moi je suis allée à Phnom Penh, mais je suis plus sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai suivi des médecins pour aller chercher les enfants dans la brousse. Donc c'est encore différent. On va dans les écoles, on cherche l'enfant qui va pas bien, qui est dans un coin. Et on a ramené comme ça un petit garçon dans les taxis, dans les autobus, sur les toits, dormant à la belle étoile, pour ramener un petit garçon comme ça qu'on a opéré le lendemain et qui est arrivé à bout de force. Et en 2 jours, il avait récupéré, il était pouf, ça y est. Est-ce qu'il y a des échecs d'accueil? Est-ce que parfois ça se passe mal? Est-ce que parfois les enfants sont tellement angoissés en arrivant, en quittant leur pays, leur environnement? La plus grande difficulté qu'on ait eu à rencontrer, c'est les enfants que je dirais de la guerre. Donc, durant Sarajevo, on a accueilli 125 enfants. Et ça, pour les familles d'accueil, c'était pour certains très dur. Car il y avait le choc qui venait avec des traumatismes très importants, en plus d'une blessure ou d'une... ça, c'est tout à fait à part, mais c'est là où on a eu... on a demandé à des aides de psychiatres, d'enfants, pour nous aider. Parce que la famille d'accueil, et nous d'ailleurs, on était par moments... Vous voyez, l'enfant qui, dès qu'il entendait un avion, allait se cacher, par exemple. Oui, parce que vous, quand vous construisez des hôpitaux, vous ne traitez pas que les pathologies cardiaques. Il y a toutes les pathologies, quoi. Il y a les autres pathologies également, oui, bien sûr. Mais donc, voilà, les grands échecs, sinon... une curieuse aventure, il y a très très longtemps, il y a un orphelin du Cambodge qui est venu en famille d'accueil, qui avait une maladie de cœur qu'on a opérée. Et bien sûr, la famille d'accueil a dit, mais il est orphelin, on ne peut pas le renvoyer, on va l'adopter. Et là, c'est un autre chapitre. Oui. Vous vous rendez compte qu'il a fallu, finalement, l'histoire est belle parce que il a été adopté, ce gosse, mais il a fallu le renvoyer au Cambodge pour faire les démarches. Il a pu être adopté combien de temps après? Il a fallu au moins plus de 6 mois. Ah, c'est dingue. Et c'est important pour nous, en tout cas, le mot adoption, c'est autre chose que l'accueil. Mais
ce qui complique un peu les choses de temps à autre, parce que les parents africains ou du Vietnam, quelquefois envoient un message à la famille d'accueil, gardez l'enfant, il sera mieux ici. Ah ouais, ça vous c'est arrive. assez fréquent. Hein, c'est pas... Vous l'avez vécu et ça pourrait vous traverser l'esprit, ça? Si jamais vous receviez un petit enfant orphelin? Dans le cas d'Abby, elle avait 11 ans. Et il a fallu faire une réponse au papa en lui expliquant qu'on avait beaucoup d'amour à donner aux enfants, mais qu'on ne pouvait pas les adopter. Et que Abby, 11 ans, arrivé en France, c'était pas possible. Quoi. Mais il a complètement bien compris, parce qu'on avait très peur à une rupture de contact après. Il a parfaitement compris la chose. Mais on pouvait le concevoir, parce que Abby arrive de Guinée-Bissau, qui est un des pays les plus pauvres au monde. Vous avez dû vous culpabiliser de devoir répondre ça? Non, ça nous a étonnés, mais après on a compris sa démarche, c'était pour le bien de son enfant. Et la réponse qu'on lui a faite, la plus diplomatique possible, il l'a acceptée, à tel point que il y a 3 semaines, on a reçu un cadeau d'Abby. J'ai oublié de l'emmener. Elle nous avait tissé une grande banderole avec nos noms dessus et le sien aussi. C'est mignon. Donc, du coup, l'histoire... On peut le concevoir, parce qu'elle arrive du... Enfin, vous êtes en Guinée-Bissau et vous arrivez en France. Abby, quand... vous faites les courses avec elle, elle voit des magasins pleins partout, c'est la richesse absolue. Elle se baigne dans une baignoire, elle n'est pas en train de... Bien sûr. Voilà, Donc j'imagine qu'on réfléchit à tout ça avant d'accepter de devenir famille d'accueil. Qu'est-ce qui a fait naître chez vous, Annick et Philippe, cette envie de devenir bénévole de la chaîne de l'espoir? Il y a 2 choses. Il y a le bénévole à la chaîne de l'espoir, dont je fais partie, puisque c'était en amont. Hein. Je participe pleinement à beaucoup d'événements qui permettent de récupérer des dons. Et je crois qu'on ne l'a pas encore mis assez en avant, mais je pense qu'on a parlé de coûts de billets d'avion, on a parlé de coûts d'opérations. De construction d'hôpitaux. Je veux dire que tout ça, à la base, ce sont les donateurs qui permettent de le faire. Sans donateurs, on ne serait pas sur le plateau aujourd'hui. Donc, je participe pleinement à ces événements-là qui permettent de récupérer des fonds. Et donc, ça, c'était en amont. Et je me suis dit, après, comme on voulait faire une chose aussi, je dirais, en couple, la cerise sur le gâteau, c'était en plus de faire famille d'accueil. C'est-à-dire que tout le monde pouvait en profiter à la maison, tout le monde pouvait donner une partie de son cœur. Quoi. Et puis vous avez 2 enfants de 26 et 30 ans. L'un d'eux est d'ailleurs avec nous dans le public. Je vais lui demander de nous rejoindre. Il s'appelle Kevin. Kevin, est-ce que vos parents vous avez consulté avant de se lancer dans ce projet? Je les entendais, effectivement, je ne vis plus chez eux, mais c'était une décision aussi commune. Ils nous ont consulté, ma sœur et moi, pour nous faire part de leur envie d'œuvrer dans le bon sens. Ma sœur étant effectivement déjà dans le corps médical et très portée sur l'entraide, et notamment auprès des enfants, puisqu'elle a fait déjà une mission humanitaire cet été en Zambie, auprès d'enfants malades. La réponse était toute trouvée, était évidente, donc ça a été... Mais vous habitez encore chez vos parents? Non, j'ai quitté mes parents, donc j'ai laissé ma chambre à Fortuné. Et vous en avez pensé quoi? Je trouvais que c'était une très bonne idée, puisque on prend pas souvent le temps de se poser et de se dire qu'à un moment donné, comme le disait Célus, je crois que c'est vous qui disiez ça, de prendre du recul. Il y a énormément de richesses en France. Et qu'à un moment donné, j'ai fait partie des enfants privilégiés. Ma sœur aussi, on n'a jamais manqué de rien. Et quand on regarde un peu plus loin, à un moment donné, il y a des gens, et des enfants notamment, qui en ont besoin. Donc pour moi, c'était totalement une évidence de recevoir. Donc c'était Fortuné, l'heureux élu. Vous avez réussi à créer un lien avec Fortuné? On a rapidement créé un lien tous les deux, puisqu'on a une passion commune qui nous a rapprochés. Moi, j'ai eu un passé... et je pense que le sport d'ailleurs y est pour beaucoup. J'ai eu un passé de stagiaire pro dans l'univers du football à l'époque. Les blessures ont fait que... Là, c'est gagnant, là. Les blessures ont fait que... Stagiaire pro, c'est-à-dire quoi? On se trompe pas. En fait, je faisais que ça et j'allais... Vous étiez footballeur? Ouais. On fait peut-être tous des erreurs dans la vie, ça fait peut-être partie de mes erreurs. Non, je plaisante.
Donc j'ai effectivement été en centre de formation pendant 3 années. Et du coup, le sport aussi m'a donné à un moment donné cette vision un peu large, ce côté esprit d'équipe. Et c'est surtout ça, et tout naturellement, qui m'a rapproché de Fortuné par rapport au football, puisqu'il est arrivé avec une passion débordante pour le football. Et donc je me suis dit, bah, ça va être un moyen déjà de le concerner, de lui apporter une certaine forme d'amour, et puis d'avoir une passion commune pour échanger, puisque c'était pas simple au début pour lui d'arriver dans la famille. Peut-être qu'un jour, vous-même, vous accueillerez un enfant, non? Ça vous traverse l'esprit? Alors, pour l'instant, j'y pense pas forcément. En revanche, il est vrai que tout à l'heure, mon père parlait des donateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut tous être à un moment donné bénévoles à notre façon. C'est-à-dire que moi, par rapport à mon métier, je n'ai pas toujours trop le temps de pouvoir m'investir comme le font mes parents aujourd'hui. Mais à un moment donné, moi, j'ai une véritable envie de m'investir dans la chaîne de l'espoir. Mais c'est plus un message global que j'aimerais passer, pas forcément un conseil, donner une leçon. Mais c'est juste que, toute proportion gardée, dans une vie, on peut accorder à un moment donné, on peut se débrouiller avec nos propres moyens. Moi, je viens de récupérer effectivement une centaine de maillots pour des événements sportifs pour la chaîne de l'espoir. Voilà, donc on peut tous à un moment donné œuvrer à notre façon, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes effectivement d'argent avec des donateurs. Mais je pense que c'est important de passer ce message-là parce que le bénévolat, c'est pas uniquement être tous les jours dans une association, mais à un moment donné, on peut toujours apporter quelque chose. Mireille est d'accord là-dessus? Tout à fait, c'est très important. Dites donc, vous avez de beaux ambassadeurs, monsieur Deloche, hein? Intelligent, sympathique, bravo. Footballeur. Hein, footballeur, vous êtes d'accord? Tout à fait, bien sûr. Mais c'est large, hein, on peut faire du bénévolat sur une large échelle. Alors c'est très sympathique en plus de constater que ça peut devenir une véritable aventure familiale et tout ça, ça véhicule de bonnes valeurs éducatives, d'ouverture d'esprit aux enfants, d'ouverture à l'autre. Aujourd'hui, près de 15 ans plus tard, vos filles, à vous, Luce, ont bien grandi, mais elles font toujours partie donc, de cette grande aventure familiale. Et c'est le cas notamment de Manon, que l'on va voir dans ce reportage. Et pour elle, ouvrir les portes de sa maison n'a pas toujours été si simple que ça. Regardez. 21h, à Rueil-Malmaison. Manon vient rendre visite à sa mère, Luce, et au petit Joseph qui vient d'être opéré du cœur. Coucou. C'est Manon. Ça va? La jeune femme veut tout savoir de l'état de santé du nouveau protégé de la maison. Aujourd'hui, on a commencé par l'échographie. Elle nous a dit, l'échographie est parfaite, je veux plus le voir. La venue de ses nombreux enfants n'a pas toujours été simple à gérer pour Manon. À mes 18 ans, j'ai commencé à trouver ça dur émotionnellement. Je pense que je m'attachais beaucoup. C'est une présence, voilà, c'est un petit frère, une petite sœur. C'est comme si vous avez un petit frère ou une petite sœur et du jour au lendemain, il part et vous savez que vous n'allez plus avoir de nouvelles. Donc je me suis mis dans une situation où pour plus que ça me fasse de mal, j'ai fait comme un blocage. Donc j'étais encore investie dans l'accueil, mais plus tellement émotionnellement. Tu me le donnes? Non. Oh! J'ai compris que Manon est craquée parce que c'est effectivement un attachement très fort avec Joseph, avec tous les autres enfants. Et du jour au lendemain, ils s'en vont. Et c'est très violent en fin de compte. Aujourd'hui, je le vis mieux parce que déjà, je pense que je suis plus mature. Donc avec l'expérience, on apprend à prendre du recul. Et aussi parce que je vis plus à la maison, donc je vis moins l'expérience au quotidien, donc ça facilite les choses. Oh bon oui, tu vas faire un gros dodo. Alors Joseph a l'air en pleine forme. Là, un peu d'émotion chez Luce? Je n'avais pas vu. Je n'ai pas vu Manon pendant qu'elle était interviewée. Et je suis très fière de ma fille. Vous êtes très fière? Oui, je pense qu'elle a beaucoup grandi. Ouais. Et ce qu'elle dit fait preuve d'une certaine maturité. Je crois aussi. Plutôt intelligent aussi. Ce petit garçon que vous avez accueilli, il n'est plus le même qu'à son arrivée en France, évidemment? Non, pas du tout, du tout. Joseph, quand il est arrivé, alors il marchait à 4 pattes. Hein. Il a 15 mois, donc c'est normal. Il en avait pas tout à fait 14 quand il est arrivé. Il marchait à 4 pattes, mais il faisait 1,50 m et il dormait 1 heure. Et maintenant, je pense que vous allez le voir, il court à 4 pattes, il se met debout, il fait quelques pas, il tourne en rond, il crie. Il parlait beaucoup, mais tout doucement. Et maintenant, il donne de la voix, il éclate de rire juste pour le plaisir
de pouvoir rire. Et ça, voir ça, ça n'a pas de prix. C'est toujours des expériences positives. Vous avez accueilli 22 enfants, ça s'est toujours bien passé? Non. Non, pour être honnête, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Nous avons eu plusieurs adolescents à la maison, de vrais adolescents, un garçon de 17 ans et une jeune Syrienne de 15 ans, avec qui, pour moi, ça s'est très mal passé. Je pense qu'elle a reporté sur moi le comportement qu'elle devait avoir avec sa maman en Syrie. 15 ans, c'est un âge où une fille s'oppose souvent à sa mère. J'en ai une petite expérience, vous pensez bien. Tiens, ça c'est mon Joseph. Ça c'est Joseph, qu'on accueille dès qu'il est là. Hein. Elle était adorable avec tout le monde et avec moi, odieuse. Ouais. Odieuse. Ouais. Et d'ailleurs, Francine Leca, à l'époque, avait décidé de la renvoyer assez vite chez elle parce que c'était pas vivable pour moi tous les jours à la maison. On va l'accueillir, Joseph. Il est beau. Qui c'est ça? Comment il s'appelle, lui? Qui c'est, lui? Hein? Tu le connais, lui? Ouais, il y a quand même beaucoup de monde, là. Hein. Vous voyez qu'il est très, très malheureux chez nous. Oui, en je France. vois Ah oui, il est malheureux, là. Et alors? Tu viens? Bon. Un petit peu. Hop là. Il est impressionné. Oh, j'imagine que vous devez vous régaler, à leur offrir des habits, aller... Ça se passe comment, ça? C'est réglementé? Non, c'est pas réglementé par l'association. C'est réglementé par les décisions que nous avons prises avec mon mari. Ah, parce qu'il faut y penser à tout ça aussi. Il faut pas les gâter de manière excessive non plus, voilà. pour faire en sorte qu'ils puissent rentrer le mieux possible chez eux après. Voilà. Alors nous, c'est une décision qu'on a prise d'essayer de ne pas créer de manque aux enfants qui venaient chez nous et qui étaient en âge d'avoir des manques. Joseph, il va repartir. Ouais. 5 jours après, il nous aura oubliés. Il n'aura pas un vrai manque. Mais on a eu des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, et on a toujours essayé de ne pas leur en donner trop. Et puis, il faut penser aux convoyeurs aussi. Quand ils repartent, ils n'apprécient pas du tout d'avoir 20 kilos de bagages. En règle générale, ils apprécient d'avoir un bagage en cabine, parce que ça leur fait perdre beaucoup de temps de devoir attendre les bagages à l'arrivée. Et quelquefois, ils reprennent le même avion que par lequel... Ils reprennent le même avion qu'en emmenant l'enfant et ils n'ont pas le temps d'attendre de récupérer des bagages pour les donner aux familles et pour reprendre l'avion. Est-ce qu'il y a des soins? Il y a aussi une responsabilité au niveau des soins à pratiquer sur ces enfants? Quand on nous rend les enfants, ils n'ont plus besoin de soins. Des médicaments, oui, qu'on leur donne très régulièrement, mais des soins, non. Alors, quelquefois, ça arrive, oui. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Un pansement, je n'appelle pas ça des soins. J'ai eu un petit qui avait, il aime beaucoup les lumières, qui avait une cicatrice qui n'était pas très jolie. Il fallait faire des pansements. Bon, pensez bien que j'ai eu des pansements à faire dans ma vie de maman. Donc, voilà. Alors, Annick et Philippe, est-ce que vous étiez inquiets avant l'opération de... Oh oui. Oui. Parce qu'on ne savait pas trop exactement déjà comment ça allait se passer, comment il allait réagir, parce que c'était un petit garçon assez introverti quand même. Donc après, rechanger une semaine après, opérer, rechanger d'endroit, ça a fait beaucoup pour lui. Donc il a été assez muré. Et oui, on veut savoir comment ça se passe. Et on est comme tous, on attend le coup de téléphone qui va bien, quoi. Mais bon, oui, c'est l'inquiétude, parce que, comme on disait tout à l'heure, on est famille et ça pourrait être notre enfant. Ouais. Alors heureusement, l'opération de Fortuné s'est très bien passée. Il y a quelques jours, nous sommes allés à votre rencontre pour prendre de ses nouvelles. Cela fait 1 mois que Fortuné a été opéré du cœur. Cet après-midi, Philippe l'emmène au centre pédiatrique pour un examen de contrôle. En forme? Oui. Ouais. Très en forme? Oui. C'est parfait. On serait mieux à la maison quand même. Hein. C'est jamais une partie de plaisir de venir chez un médecin ni dans un hôpital. Mais bon, on est obligé de le faire, donc on le fait et on est bien content quand on repart, quoi. Bonjour Fortuné. Bonjour docteur. Bonjour docteur, vous allez bien? Et vous-même? Très très bien. Comment va Fortuné depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Il va de mieux en mieux. Très bien, l'alimentation se passe bien? Très bien, trop bien même. Comme toutes les semaines depuis son opération, Fortuné doit subir une échographie cardiaque. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la valve mitrale, l'une des 2 valves qui a été opérée.
Je suis un petit peu stressé malgré tout, parce que tant que le docteur ne nous dira pas que c'est du 100% de réussite, on l'est quand même un peu, quoi. Donc, je suis autant attentif que si c'était mon propre enfant. Comme ça, à première vue, c'est stable. Hein. C'est stable. Oui. À l'avenir, il faudra continuer le suivi régulier de ses valves cardiaques opérées, ainsi que de son rythme cardiaque. Voilà, jeune homme, c'est plutôt un bon résultat. Je me sens soulagé. Je sais qu'il veut être footballeur professionnel quand il sera grand. Donc il va pouvoir rentrer chez lui et puis bien s'entraîner. Et puis devenir, je l'espère, un grand joueur. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Et quel footballeur tu voudras devenir? Cavani. Cavani. Bon, ouais, un futur Cavani peut-être avec un cœur tout neuf. Alors, il est temps d'accueillir cet enfant qui fait briller vos yeux. Merci d'accueillir Fortuné. Fortuné, ça doit pas être facile hein, de venir à la télé comme ça. Hein, se faire applaudir sur un plateau avec des caméras partout, ça fait sûr? Non. Comment ça va? Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Oui, ça va. Bon. Donc tu es arrivé quand? Le 13 septembre, c'est ça? Le 13 septembre dernier? Oui. Et tu repars quand alors? Tu restes encore combien de temps, tu sais? Ça dépend des... On ne sait pas. On ne sait pas encore. Ce sera en fonction des médecins. Comment ça se passe chez Annick et Philippe? Cool. Cool. Et la France, quelle impression de ce pays? Ça va? Ça va? T'as été surpris? Il y a des choses qui t'ont choqué? Il y a des choses qui t'ont amusé dans tout ce que t'as vu? Oui. Par exemple? Je ne sais pas. L'hôpital, c'est un souvenir... t'as eu peur? T'étais angoissée? Non. Non? Oui. T'as eu peur? Oui, non? Non. T'as pas eu peur? Oui, non. D'accord. Un peu de timidité? Hein? Oui, oui. Ouais, ça se comprend en Ouais. même temps, un petit peu. T'as pas dit ce que tu mangeais? Tous les jours, si je fais, j'ai envie de manger du poulet. Et du riz. Il paraît que tu leur as donné des surnoms à tous les deux? Oui. Comment ils s'appellent? Ça, c'est Papi Poussinou, Mamie Poussinou et Grand Poussinou. Sa petite sœur, c'est Petit Poussinou. Et il y a grand-mamie Poussinou. Oui. Moi, c'est Très Petit Poussinou. Alors, qu'est-ce qui se passe après avec ces enfants quand ils grandissent? Est-ce que on leur raconte leur histoire? Qu'est-ce qu'ils en gardent comme souvenir une fois qu'ils sont rentrés chez eux? Quel retour vous avez sur tout ça? Encore une fois, tout dépend de l'âge. C'est vrai que peut-être que le petit bébé, là, ne se souviendra pas. Mais disons que d'abord, on les suit. Et ça, c'est important parce que s'il n'y a pas une structure pour suivre ces enfants, nous, on n'accepte pas de les prendre. Et c'est presque une condition sine qua non. Ouais. Donc, ils sont suivis. Et après, ils regardent, et j'aime bien cette phrase, ils parlent des moments de France. Ouais. Et des papas de France. Mais les mamans sont un petit peu... Et je crois que vraiment, la famille d'accueil, c'est l'acte d'amour et l'acte de générosité à l'état pur. Et ils retiennent, mais pour la vie, je crois, à partir d'un certain âge, ce séjour comme, voilà, qui leur a permis de vivre. Alors, nous aurions beaucoup aimé que Kaussara nous rejoigne, elle aussi sur ce plateau, mais son état de santé ne lui permet pas encore les déplacements. Après l'opération, elle a passé plus de temps que prévu à l'hôpital. Elle a fait un séjour prolongé en réanimation, cette petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui se passe de temps en temps dans les communications interventriculaires qui ont évolué un certain temps. Elle avait ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle pulmonaire.
Il y avait tellement de sang qui avait traversé les poumons pendant... Elle avait quel âge lors de l'opération? 2 ans. 2 ans, oui. En général, on essaye de les opérer avant 2 ans, justement. Donc, beaucoup de sang était passé et avait un petit peu abîmé son lit pulmonaire. Donc, il fallait soigner ça. On lui a donné des médicaments pour ce faire. Et petit à petit, la situation s'est arrangée. Et ce que je peux dire, en particulier à la famille d'accueil, c'est que ça va guérir complètement. Bon. Mais il faut parfois savoir prendre un petit peu de temps. Évidemment, on aimerait qu'une chose, c'est qu'ils sortent dès le lendemain, qu'ils soient dans la famille, qu'ils courent, d'abord pour eux et ensuite pour le porte-monnaie, parce que le séjour à l'hôpital, c'est terrible. On voit passer les jours avec des transpirations. Mais alors vous opérez encore tous les deux? Moi, j'opère un petit peu, mais modestement. Une fois par semaine. Je trouve ça très fatigant maintenant. Et vous, professeur Deloche? Non, toujours à l'étranger. Mais pas... Vous à l'étranger, c'est fascinant. Est-ce que vous savez combien vous avez opéré de personnes en tout? Une petite ville, 30 000. Mais Dont Mireille? Non, c'était pas vous. C'était qui le professeur Cabrol? Le professeur Cabrol. Et après le professeur Fabiani. Voilà. Alors, au bout de 12 jours, cette petite fille allait mieux. C'était enfin le grand jour. Et on regarde ces images qui ont été tournées à l'hôpital de Nantes, puis chez vous, chez Joël et Jean-Luc, en Loire-Atlantique. 2 semaines plus tard, au CHU de Nantes. On s'est pris un coup de barre lundi quand on a su qu'il fallait qu'il reste une semaine supplémentaire. Parce qu'il déclarait un état qui n'était pas stable, le ventricule gauche qui était un peu faible. Mais ces inquiétudes appartiennent désormais au passé. Kaussara va beaucoup mieux et va pouvoir sortir dès aujourd'hui. Fini, chérie. Oh là 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 là. Bon retour du coup. Merci pour tout en tout cas. Et peut-être à demain du coup, on prendra peut-être. J'espère qu'on vous reverra pas de sitôt. De retour à la maison, une nouvelle vie va maintenant pouvoir commencer pour la petite fille avec un cœur tout neuf. Tu sais, avant de partir, tu sauras marcher, chérie. D'accord? Tu marcheras toute seule. T'es bien là, t'es contente? Donc, on ne voit pas, c'est marrant parce qu'ils sont tous super émus. Vous êtes très émus tous les deux là. Non, pas du tout. Non, mais magnifique. Ouais, elle est magnifique. Donc elle est rentrée chez vous depuis combien de temps alors? Jeudi dernier. Il y a juste une semaine, semaine, donc vraiment ça faisait trop court pour l'amener à Paris. Moi, Ouais. je le sentais pas. Ouais. C'est du feeling. Hein. Qui la garde alors? Le fils aîné. Enfin, le Ah, fils comment, aîné. là Le dernier. Le dernier. D'accord. Il est question du départ de Kaussara sur ces images. Oh, j'imagine que ça doit être terrible le moment où ils doivent rentrer chez eux. Vous appréhendez C'est contradictoire. peut-être les jours suivants? C'est très contradictoire entre le plaisir de se dire qu'ils vont retrouver ses parents, parce que on pense aux parents et notamment à la souffrance de la maman, parce qu'on a eu le plaisir de retrouver une maman et une petite, la première qu'on a eue au Cambodge. Et puis. C'est le plaisir de les retrouver quoi par la suite? Non, c'est le plaisir de se dire que la famille va les retrouver. D'accord. Et puis ensuite, le vide qu'il laisse. C'est ça. Alors que vous l'anticipez, ce vide, vous prévoyez des activités là pour ne pas... On va pleurer tranquillement dans notre coin, puis après on va, Ça ne doit pas être facile hein, d'affronter. Non, mais pleurer, c'est peut-être de l'égoïsme après derrière. Donc c'est en secret. Puis voilà, on se raisonne aussi. La première fois où vous avez raccompagné un enfant que vous aviez accueilli chez vous, comment vous l'avez vécu? Difficilement. Moi, je me suis pris des coups de blues pas possible devant mon ordinateur à regarder les photos. Et puis après, voilà, elle avait 9 mois. Donc, je vous dis, après, vous raisonnez quand même, vous dites, comme on connaît maintenant la maman et qu'on sait ce qu'elle a éprouvé pendant 1 mois et demi et qu'elle nous l'a raconté dans le détail au Cambodge, vous n'avez pas le droit, quoi. Vous dites, c'est magnifique, elle est là-bas. Puis ensuite, vous attendez les premières nouvelles. Et je me souviens que ça avait été particulièrement long parce qu'on n'avait pas de contact avec la famille, on n'avait pas son adresse. Et c'était par le docteur qui s'en était occupé, qui était très pris à l'époque. Et on avait attendu 1 mois et demi. Et là, ça avait été très, très, très long. Puis ensuite, le contact se fait en fonction de leur possibilité d'être connecté à Internet ou pas, quoi. Il est possible d'accueillir plusieurs enfants dans la même année? Ah oui. Ouais. C'est autant qu'on veut? C'est autant qu'on veut? Oh oui.
Donc là, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, donc elle n'est pas encore repartie, Non. mais après, vous allez immédiatement vous remettre Non. sur des listes? Non, Pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps et parce qu'on a des choses à découvrir, on a une vie. Et voilà. Ouais. On se donne du temps, mais peut-être que ça va s'accélérer un peu. On n'est pas dans la même démarche. Moi, je suis admiratif. Oui. Et en même temps, à titre personnel, je ne souhaite pas vivre ça tous les 4 mois. Je pense qu'il faut une période, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis il y a une histoire à construire. Et si on peut ensuite les retrouver, je trouve que c'est... Voilà. C'est touchant, en tout cas, de vous entendre. Luce, comment ça s'est passé, vous, la première fois où vous avez dû accompagner un enfant que vous aviez accueilli? Alors, c'était Lucia, hein, c'est la même que tout à l'heure. Et la première fois que je l'ai raccompagnée, ça m'est tombé dessus pareil. Hein, j'ai pas voulu pleurer à l'aéroport parce que je me suis dit... Ils vont vivre bientôt leur accompagnement. Pour Lucia, je me suis dit, si elle me voit pleurer, elle était petite, elle avait eu 1 an à la maison, ça va être affreux. Donc, j'ai bien pleuré dans ma voiture. Et je savais déjà quel enfant suivant viendrait à la maison. Donc, je me suis dit, pourquoi pleurer pour Lucia, qui a sa maman qui l'attend dans son pays et pour qui ça va être une joie immense de la récupérer. Alors, est-ce que justement le moyen d'enchaîner comme ça ces rencontres, c'est un moyen de ne pas souffrir de la séparation? Non, pas du tout. À l'époque, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2003, Mécénat manquait cruellement de familles d'accueil. Et c'est vrai que la première année, j'en ai accueilli 4. J'étais plus jeune, j'avais des enfants à la maison qui m'aidaient. Maintenant, c'est plutôt un par an, complètement, et quelques dépannages pour des jeunes enfants, pour des enfants qui n'ont pas de famille d'accueil quand ils arrivent. Donc, j'avais dit qu'ils toucheraient le micro. Pour des enfants qui n'ont pas encore de famille d'accueil, donc je les prends quelques jours, le temps de trouver une famille d'accueil, ou alors pour soulager une famille qui est fatiguée, qui a un petit problème de santé, qui doit partir 8 jours en vacances. Et je fais des accueils partagés, ce qui peut être aussi une solution. Annick et Philippe, est-ce que vous redoutez le départ de Fortuné? Oui, parce qu'on s'y habitue. On On partage des choses, on s'y attache. Et, mais c'est pas pour nous. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est lui, retourner dans sa famille, retrouver ses proches en pleine santé, ou c'est nous, pleurer dans un coin? Voilà. Je pense que c'est plutôt lui, repartir en pleine forme et puis retrouver... Voilà. Notre mission, c'est de le remettre en forme. Voilà. Donc il repart quand, a priori? Je ne sais pas encore, mais bon, ça saurait tarder. Parce que il va bien. Quoi. Ouais. Bon, moi, je suis très admirative, en tout cas, de votre accueil pour ces enfants. Je trouve ça magnifique. De quoi avez-vous besoin, professeur Leca, professeur Deloche? De famille d'accueil. Comment on fait si on veut se proposer comme famille d'accueil? On s'inscrit, vous avez un site, on vient voir sur le site? Bien sûr, je pense que dans votre émission, vous allez marquer le site de nos 2 associations et que, évidemment, tous les gens qui vont voir... Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont se proposer grâce à cette émission et grâce à tous les témoignages que ces 3 familles fantastiques, 3 familles prises au hasard. Elles ont été formidables. On en aurait pris 3 autres, elles étaient formidables aussi. Famille d'accueil, c'est des gens à part. C'est vraiment des gens à part. Et je les entendais, ces trois costauds, disant... Enfin non, toi, ton costaud, il n'est pas là, mais enfin, je le connais bien. On pleure dans la voiture, on va se cacher pour pleurer, etc. Vous vous rendez compte? La somme d'émotions, la somme d'amour, la somme de... On a l'habitude, Alain, mais on est quand même encore un peu ému en vous entendant. À l'aéroport. Et Alain Deloche, vous avez besoin de fonds aussi, peut-être, les 2 associations? De fonds, bien sûr, il a très bien parlé, le jeune homme. Philippe est très bien, Philippe. On parle des dons. Des dons, des familles. C'est vrai que là, il faut remercier les donateurs. Et je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sans remercier Aviation Sans Frontières. Voilà. Oui. Je sais que vous étiez très proche de Jean-Luc Delarue, donc on lui fait un petit coucou. Oui. Parce que si on est là aussi aujourd'hui, il était avec moi au Tchad. C'est grâce à lui aussi. Voilà, merci d'être venu. Mireille, toujours fidèle au rendez-vous. Merci à tous. Et bravo à vous pour ces magnifiques associations qui sauvent plein d'enfants dans le monde. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. À demain. Merci beaucoup. Merci. Je vous rencontre.
Puis la rencontre, pourquoi j'ai attendu la neige, la fonte, ton heure sur ma montre est venue, bienvenue. Plus rien ne... Bientôt, au sommaire de toute une histoire. J'ai vu cette lumière, ce sentiment d'apaisement. Et je suis également sortie de mon corps. J'ai vu mon corps. L'incroyable récit de Laura et de sa famille. Au départ, il voulait qu'on aille lui dire au revoir avant de la plonger dans le coma. Et puis, on n'a pas eu le temps. Tout s'est enchaîné très vite. Je me suis vue au-dessus de mon corps. Mon frère était flouté. Je ne le voyais pas clairement. Le seul que je voyais clairement, c'était mon père. Et je lui ai demandé de me laisser mourir. Je le vois me dire que je me suis assez battue et qu'il préfère que je meure plutôt que je souffre. Et donc, j'ai son accord pour partir. Et là, je pars. Et vous lui avez dit ça? Oui, oui. J'ai pris sa main et je lui ai parlé à l'oreille. Je lui ai dit que c'était trop dur, quoi. À leur côté, Stéphane Alix et Steven Lorez, deux spécialistes de la question. Elle a été capable, pendant cette période-là, de vivre une expérience qui n'est même pas possible quand le cerveau fonctionne parfaitement bien. C'est très important ce que vous dites. Est-ce qu'il peut y avoir une conscience, une perception en dehors du cerveau? Je trouve ça bizarre quand même. Ouais. Ça m'inquiète quand même. Parce que, comme disait ma femme, est-ce qu'elle ne devient pas folle, quoi? C'était très dur à vivre. On n'est pas habitué à vivre des choses comme ça. Donc ça a été le tournant de ma vie. C'est à partir de là que tout a commencé. C'est-à-dire? Notre amour, ma vie, tout. Ma vision des choses. Il est sympathique, ce Julien. C'est pour ça que je l'ai épousé.